Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau format YouTube pour Squash FM, c'est-à-dire des récaps hebdomadaires des shows AEW sur Squash FM. Alors pour l'instant, format en solo, en tout cas pour les weekly, et on débute avec Fyter Fest AEW, un show brandé comme étant un pay-per-view weekly gratuit, on va dire. Au final, un peu plus un Dynamite classique accolé à un Collision. D'ailleurs, visuellement, c'est ce que ça a été, concrètement. Et on va débriefer tout ça. Déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut dire. On était au Mission Ballroom, à Denver, à guichet fermé, devant 2500 personnes. L'arène était très jolie et ça rendait très bien sur les images, honnêtement. Un public plutôt vocal tout du long du show. Assez agréable à suivre. Et franchement, une bonne ambiance tout du long. Et c'est cool de voir que la AEW fait le plein sur une arène. Sur un show comme ça, qui est brandé sur 4 heures, etc. Et la carte était plaisante, mais on n'était pas non plus sur une carte avec énormément de titres en jeu, etc. On sentait qu'il pouvait y avoir des tournants. Les résultats étaient plutôt prévisibles dans l'ensemble. Donc c'est cool quand même que AEW arrive à faire le plein dans ce genre de cadre. Donc j'ai préparé un diapo, j'ai pris des captures d'écran, j'ai pris des photos à gauche à droite, je me suis fait des notes en regardant le show. Pour pas mentir, je me suis un peu inspiré de ce que peut faire Stuary également dans des qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de faire ça ensemble. Et comme ça, après, ce format sera pour YouTube et sera probablement également en live sur Twitch. Je sais pas si ce sera systématiquement le cas, mais pour une première, ça m'arrangeait un petit peu de le faire sur Twitch, au moins pour essayer. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Et donc, le show débute avec Will Ospreay qui arrive pour faire une promo, pour parler de Moxley, pour parler des Death Riders, et qui se positionne un peu comme le second en fait d'Adam Page, et décide quand même de call out Swerve pour l'affronter la semaine prochaine à Summer Block. Alors Summer Blockbuster qui du coup sera également un show de 4 heures la semaine prochaine, un peu sur le même format que Fyter Fest cette semaine. Donc, un Dynamite plus un Collision d'accolés l'un à l'autre. 2 semaines de suite, je sais pas si c'est quelque chose qui me plaît. Le format 4 heures, c'est de temps en temps plutôt sympa, je pense. Mais 2 fois de suite, je sais pas si c'est quelque chose qui peut me plaire vraiment. En tout cas, il va falloir bien fournir la carte. Et bon, c'est vrai que pour le coup, c'est déjà bien fourni parce que rien qu'un Will Ospreay Swerve, c'est quand même un match qui donne envie avec une issue plutôt incertaine. Donc, pour le coup, je suis plutôt chaud sur cette affiche-là. Donc, tout de suite, ce que je peux aimer là-dessus, c'est vraiment Will Ospreay. Pour moi, c'est vraiment plus le face visage de la compagnie que Hangman. Là où Hangman peut faire un peu tout et est prêt à tout et qui a un côté très organique avec le public, Will Ospreay il a vraiment ce côté babyface naturel parce qu'il peut se positionner presque systématiquement en underdog même quand il l'est pas, et en plus c'est un mec flashy sur le ring, donc franchement il y a un truc qui fonctionne avec lui, il y a une connexion tout de suite qui se fait avec le public, je trouve. Donc franchement Will Ospreay là-dessus, il fait une belle promo de babyface, j'aime beaucoup ce que ça donne, et du coup il se fait directement interrompre par Andretti et Lio Rush qui viennent le call out pour organiser un match un peu plus tard dans la deuxième partie du show sur la partie collision. Bon, moi j'aime bien l'idée de voir des matchs qui s'improvisent un peu au courant du show et qui sont pas annoncés, surtout sur des shows de 4 heures, ça permet quand même d'entretenir un petit peu une dynamique dans le show, etc. J'aime beaucoup le principe. C'est quelque chose qui me plaît pas mal. Donc j'espère que c'est peut-être quelque chose qu'ils vont garder pour la semaine prochaine, ça évite d'annoncer une carte trop surchargée, et tu la surcharges en créant des bonnes surprises au moment du show avec des réactions du public. Plus facile de s'hyper, je pense, dans ce genre de cas, que si tu l'avais juste affiché sur le papier. Donc pour le coup, moi j'aime beaucoup le fait que ce soit quelque chose qui soit annoncé dans le courant du show. Et donc je pense que ça crée une hype un peu supplémentaire, le fait que ça n'ait pas été annoncé en avance, parce que bon, un Will Ospreay Lio Rush, ça aurait pu m'intéresser, mais c'est pas un match qui m'aurait particulièrement vendu le show en lui-même.
Ensuite, on passe directement au premier match de la soirée. Avec Mark Briscoe contre Moxley. C'est peut-être un de mes matchs préférés de Moxley cette année, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé le match. Après l'avantage d'affronter un Mark Briscoe qui est vraiment un des tout meilleurs babyface de l'élite, je pense. Peut-être pour moi le deuxième meilleur babyface derrière Will Ospreay. C'est trop facile d'affronter Mark Briscoe quand t'es un heel, quoi. Déjà que Moxley est de base un excellent heel, mais en plus contre un Mark Briscoe qui sait offrir de la hit au heel qu'il affronte, un Moxley qui sait offrir de la pop au face qu'il affronte. Le mix fonctionne super bien. Le match tourne vite à l'avantage de Moxley. Briscoe a des petits comebacks de babyface. Bon, on se doutait un peu du résultat assez facilement, mais belle opposition. Moxley sort un vrai bon match de salopard. Briscoe, c'est quand même le meilleur adversaire quand t'es un heel et que tu veux générer de la hit. Franchement, bon match, victoire de Moxley, plutôt logique. Pas grand chose à dire. On nous jouera un petit pro package sur Mystico également. Mais cette fois-ci, contrairement à la semaine dernière, on nous avait juste sorti un pro package de Mystico sans rien nous annoncer derrière, juste pour plaisir un pro package de Mystico. Cette semaine, on nous annonce que Mystico sera présent à Summer Blockbuster la semaine prochaine. Pas de match annoncé. Peut-être MJF, on verra plus tard. Même si ça a l'air d'être plus pour Grand Slam, on va voir ce que ça donne. Mais très curieux de voir Mystico la semaine prochaine, en tout cas du côté de All Elite. Et je crois que c'est à Portland. Oui, c'est à Portland. La semaine prochaine, donc plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Moi, je suis. De toute façon, moi, je suis ravi dès qu'on fout des catcheurs de CMLL mélangés avec le roster All Elite. Ça fait toujours des étincelles et c'est toujours super intéressant à suivre. Donc, pour le coup, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me chauffe énormément de voir ce que ça va donner. Derrière, on enchaîne sur le Tony Storm, Mina Shirakawa contre Julia Hart et Sky Blue, avec Mercedes Moné qui va s'installer à côté de la table des commentateurs. On peut directement à la table, on va se prendre un petit steak, petite table, petit verre. Franchement, j'aime beaucoup. Présentation sympa. Donc ouais, qui vient assister directement au match de Tony Storm pour préparer le match, pour build up le match de All-In. Le match est sympa. Je trouve que Mina Shirakawa qui prend la hit de son côté sur les périodes de domination de Julia Hart et de Sky Blue. Mina Shirakawa, elle est plutôt bonne pour prendre la hit de son côté. On attendait le hot tag de Tony Storm. Une fois que le hot tag il est fait, les combinaisons entre Mina et Tony, franchement ça fonctionne super bien. Je trouve que Julia Hart et Sky Blue aussi, elles ont une bonne alchimie ensemble toutes les deux. Ça fonctionne bien, que ce soit dans la présentation, dans les entrées, même sur le ring. Ça fonctionne plutôt correctement. Puis le fait d'être à deux, ça permet quand même pas mal de pallier au manque de contenance, je trouve, de Julia Hart sur le ring. Donc, ouais, moi je trouve que ça fonctionne bien et vivement qu'All Elite obtienne une division par équipe féminine. Je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Je pense qu'All Elite a vraiment besoin de construire une division par équipe pour juste ne serait-ce que se forcer à afficher plus de femmes sur ses cartes globales. Et juste parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Hein. Il y a l'air d'avoir des belles équipes, que ce soit du coup Sky Blue, Julia Hart, mais même Penelope Ford, Megan Bayne, et d'autres équipes que tu peux construire à gauche à droite. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire, je pense. Derrière, on a Will Ospreay qui se fait interrompre assez rapidement par leur business en coulisses. J'aime bien que MJF il tourne tout le temps un petit peu autour du titre mondial, mais il se fait tout le temps revenir pour autre chose. Ça, moi, je trouve que c'est un running gag assez drôle depuis quelques mois. Mais ouais, juste MJF qui vient mettre un petit coup de pression à Will Ospreay, lui rappeler qu'il existe et voilà, rappeler qu'il a une envie d'être sur le titre mondial. Bon, pourquoi pas. Et des petites choses aussi peut-être pour... Alors je sais pas si on veut nous teaser un heel turn de Will Ospreay vraiment, je pense que c'est peut-être un peu le cas, ou en tout cas un Will Ospreay avec plus de caractère. Même si... Je sais pas, pour moi Will Ospreay ça doit rester un face, du côté de l'élite.
Mais ouais, MJF qui vient essayer de mettre des tensions dans cette alchimie qui se crée entre Will Ospreay et Hangman Page. À voir. Mais j'aime bien le fait que le roster se croise, le roster se connaisse, c'est des gens qui se baladent, c'est des gens qui se croisent de temps en temps. C'est quelque chose que je peux apprécier déjà de faire vivre un peu ton vestiaire autour de ça. Et du coup, on enchaîne tout de suite sur le Hurt Business qui, du coup, dans la foulée, se rend au ring, ça se prend de la chip hit, ça joue un peu avec le public. Bon, MJF, on pouvait s'y attendre, mais il annonce qu'il va se lancer dans la course pour le titre AEW, mais c'est pas la première fois qu'il annonce ça depuis, je sais pas, depuis peut-être février-mars. Là, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il va lancer un programme d'attente parce qu'il dit que voilà, il veut catcher, il veut se mettre à travailler pour rester dans la course, et donc il provoque un peu Mystico. Un match, alors est-ce que ce sera pour la semaine prochaine, est-ce que ce sera pour Grand Slam? J'ai plus l'impression qu'il a l'utiliser pour Grand Slam Mexico. On verra à ce niveau-là. Derrière, c'est interrompu par Speedball McBailey. Par le thème de Speedball McBailey et donc Kevin Knight et Commander qui viennent se rendre sur le ring pour interrompre MJF. Probablement, pour le coup, j'aime bien le fait qu'il y ait la confrontation maintenant parce qu'on s'en sort une petite promo derrière contre le Hurt Business. Kevin Knight et McBailey, ça fonctionne bien en équipe. Peut-être une bonne équipe pour aller titiller le Hurt Business. En tout cas, une équipe que les gens ont... Je pense que c'est une équipe que les gens... Derrière laquelle elle peut se ranger. Déjà que Hurt Business, ça a beaucoup de mal à mettre des face over, malheureusement. Et pour le coup, t'as au moins une équipe qui s'est déjà rendue over toute seule et qui peut peut-être s'offrir un beau créneau, en tout cas, contre leur business. Et je pense que même s'ils venaient à gagner les titres, je pense que ce serait même un beau moment pour le coup. Donc je suis curieux de voir où ça va se diriger. Est-ce que ça se dirige plutôt vers un programme d'attente, McBailey, MJF? Je sais pas trop où ça va, mais je suis curieux de la direction que ça prend en tout cas. Et ouais, du coup, il y a une petite promo avant match Commander, il y a une réaction sympa, je trouve. J'aime bien le côté un peu international du truc avec McBailey qui parle en français, qui commence à promo en français. Bon, franchement, moi, c'est quelque chose que je serais curieux de voir. Un Hurt Business contre Jet Speed. Derrière, on enchaîne sur le match LFI entre Jet Speed et Commander, la faction Ingon Bernabé. La photo là, elle vient directement de Ryan Loco. C'est pas une capture d'écran comme le reste. Le début de match est assez calme. De toute façon, on part assez vite à la pub dans le match. Donc du coup, début de match assez calme. Par contre, derrière, dès que ça démarre, dès le retour de pub, ça accélère tout de suite. On part tout de suite dans quelque chose d'un peu plus dans le format dans lequel on pourrait s'attendre avec McBailey, Kevin Knight et Commander qui partent dans tous les sens. Le match est super agréable à suivre. Morto, c'est trop cool à suivre dans un ring. Pareil, Styles, il a des super moments. Moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est pareil, c'est les failles. Le problème que j'ai avec eux, c'est que je trouve qu'ils disparaissent tout le temps pour juste réapparaître en sortie de placard de temps en temps quand il y a un petit besoin, quand il y a un petit manque dans la division. Et je trouve que ça manque de quelque chose un peu plus sur le long terme avec quelque chose d'un peu plus constant. Parce que moi, j'aimerais bien voir Rouge dans une division solo, par exemple, de le voir peut-être aller sur un titre quelque chose. Ou même des petits trios, avoir quelque chose de plus consistant, quoi, de gagner enfin de leur côté. Parce que c'est vrai que Rouge, il y a un peu ce truc de pendant un mois, il va perdre des matchs en apparaissant de temps en temps, et après, il va faire 2 squash et c'est reparti pour un tour, quoi. Donc, ouais. J'aimerais bien en voir un peu plus de ce côté-là. C'est peut-être un de mes petits regrets actuellement côté AEW, c'est que je trouve que c'est cette mauvaise gestion de toute cette partie de LFI qui me pose un peu problème. Mais du coup, ouais, super match, super bien rythmé. Un match du kiff un peu. Victoire évidente des Jet Speed et Commander. Après le match, il y a le Hurt Business qui revient sur le ring pour annoncer pour la semaine prochaine Jet Speed Commander contre le Hurt Business. Des confrontations entre les deux équipes. Étonnamment remporté du coup par McBailey et Kevin Knight. J'y attendais pas trop.
Hop, derrière on a des promos de Paragon et Daniel Garcia, donc pour annoncer qu'ils vont s'allier contre la Don Callis Family dans le deuxième main event de la soirée. Pas grand chose de plus à dire. Des promos Christian Cage avec Nick Wayne pour annoncer son retour du Best of Super Junior. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la run de Nick Wayne au Best of Super Junior, vous avez si je peux vous recommander ne serait-ce qu'un match de Nick Wayne là-bas, ce serait le match contre El Desperado. C'est vraiment un super match. Ça fait partie, je pense, peut-être du top 10 des meilleurs matchs du tournoi. Peut-être 8-9e meilleur match du tournoi dans ces eaux-là. Donc ouais, si vous voulez à peu près voir ce qu'a pu faire Nick Wayne dans Best of Super Junior, moi je peux vous conseiller ce match contre El Desperado. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un super match. Et donc voilà, Christian qui reste dans le passif agressif, qui provoque un peu Nick Wayne, et qui annonce du coup que Nick Wayne devra défendre son titre dans un 4-way dans la partie collision du Fighter Fest. Derrière on a un de mes préférés, Max Caster, qui arrive pour faire son fameux segment qui peut survivre au meilleur catcheur vivant. C'est Powerhouse Hobbs qui se présente et qui va squasher Max Caster en à peine plus de 30 secondes. Bravo, franchement, c'est toujours des moments drôles. Dans ce rôle-là, Caster, il est vraiment très bon. Dans ce rôle de mec qui se fait des petits... qui a le droit à 5 minutes pour briller, qui se fait sa promo et qui se prend son squash. Il fait la même chose toutes les semaines. Et c'est tellement plus drôle que quand il faisait du rap. Je veux qu'il continue ça jusqu'à la fin de l'année. Pareil, encore une photo de Ryan Loco que je lui ai piqué. N'hésitez pas à suivre son compte. Je sais pas s'il a un compte sur Twitter, en tout cas il a un compte sur Blue Sky. Donc si vous avez un compte Blue Sky, n'hésitez pas à le suivre. Je mettrai probablement ses comptes en description. Je chercherai sur Twitter s'il y en a un. Du coup, Omega qui fait centrer sur le thème d'LJPW. Là, c'est l'espèce de thème un peu façon Final Fantasy, plutôt que sur le thème habituel de la EW. Moi, j'aime bien le fait qu'il ait presque un thème moment important. Là, il défend son titre, donc c'est cool d'avoir un thème un peu différent. Ça rend bien en plus, c'est un thème assez épique. La photo est folle en plus. Et l'entrée est trop cool avec ce thème-là. Le match est vraiment bien. C'est le meilleur match de la soirée, je pense, pour moi. Le 4-way vraiment cool. Il y a un moment dans le match où il y a un spot avec Mascara Dorada et Castagnoli qui sont sur une chaise. Où Castagnoli est d'abord sur une chaise. Mascara Dorada veut faire un saut depuis la barrière sur Brody King, qui va l'attraper, faire une powerbomb sur Castagnoli pour ensuite faire un crossbody sur les deux sur la chaise contre la barricade. Franchement, le spot est incroyable. Et derrière, victoire assez logique de Kenny Omega sur un One Million Angel sur Mascara Dorada. Mais pour le coup, ouais, c'est peut-être c'est probablement le meilleur match de la soirée. C'est vraiment le match qui m'a le plus plu. Surtout sur toute la soirée là. Donc si vous n'avez pas particulièrement le temps de regarder le show, si vous avez le temps de regarder qu'un seul match, vous pouvez foncer regarder ce match là. C'est le match qui était à ne pas rater du Fighter Fest, je pense. Et après le match, en tout cas quand on passe à la deuxième partie, sur la partie collision du show, on enchaîne tout de suite sur la célébration de Kenny Omega, interrompue tout de suite par Kazuchika Okada. Les deux se font face avec le titre. Il y a un petit duel physique dans la foulée. La réaction du public est vraiment folle. On est sous les holy shit du public. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'au final, il n'y a pas eu besoin de particulièrement nous présenter le truc, de nous vendre le match avec 50 milliards de pro package. On part du principe que les gens savent. Et s'ils savent pas, on leur dit bah c'est pas grave. Vous apprendrez. Vous n'avez pas particulièrement besoin, on va faire un match en 1 contre 1. Si vous n'êtes pas au courant de la mythologie entre les deux, c'est pas un drame, vous regarderez ce match-là. Si le match vous a plu, vous irez peut-être voir le reste du travail. Moi, par contre, c'est mon cas. Moi, j'ai pas vu les précédents Kenny Omega, Okada. Comme je me doutais qu'il allait arriver à All-In, je me suis dit, je vais attendre de regarder celui de All-In, et après, j'ai regardé les autres. Comme ça, au moins, si celui de All-In est moins bien que les autres,
j'aurai pas de déception. Et comme ça, je capterai les refs au fur et à mesure que j'avancerai dans leur match. Un petit segment de Ricochet donc, qui annonce après derrière qu'il souhaite recruter encore des membres de son clan. Donc dans son clan en construction, pour l'instant, on attend de voir. Il sera présent un peu plus tard dans le show. Derrière, l'affiche qui est présentée du Kenny Omega Kazuchika. Ah non, on a la signature de contrat pour Summer Blockbuster la semaine prochaine entre les deux, toujours à Portland. Et le premier match du Collision Fighter Fest, Will Ospreay contre Lio Rush. Comme je disais tout à l'heure, Will Ospreay, il a vraiment côté Starks dans le thème d'entrée, dans la présentation, etc. C'est vraiment un mec sur qui AEW doit et peut compter sur les années à venir. Il prend vraiment énormément de place dans la fédération et pour moi c'est presque un équivalent. Je pense que pour des jeunes qui se lanceraient dans AEW, c'est vraiment Will Ospreay, un catcheur à qui on peut se raccrocher un peu l'équivalence d'un Jeff Hardy pour la génération NT1. Je pense que Will Ospreay il a vraiment cette vibe là de catcheur un peu foufou, un peu flashy sur le ring. Et c'est super intéressant. D'ailleurs sur le match là, encore une photo de Ryan Loco d'ailleurs. Dans ce match là, Will Ospreay va gagner sur un Styles Clash et va faire une ou deux références encore à AJ Styles dans le match. Est-ce qu'on nous tease quelque chose? Est-ce qu'ils savent des trucs que nous on ne sait pas? Peut-être. En tout cas, on ne peut que le souhaiter. Mais ouais, il me semble qu'il fait un phénoménal forearm dans le match. Il gagne avec le Styles Clash. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, surtout que c'est pas la première fois qu'il cale des moves de AJ Styles ces dernières semaines, en tout cas qu'il appuie bien dessus. Après le match du coup, Andretti et Lio Rush vont s'en prendre à Will Ospreay. Hangman viendra faire le save pour enchaîner sur une promo. Pour dire également que voilà, Will Ospreay lui a dit qu'il assurerait ses arrières et lui aussi il assurera les arrières d'Ospreay. Il confirme qu'il ne voudra jamais accepter de l'aide de la part de Swerve. Il a fait une belle promo de Babyface, le public suit étonnamment peu, je trouve, sur la promo, mais je pense qu'il s'attendait un peu à cette promo là ou quelque chose dans le genre. Ou je pense que l'arrivée de Jon Moxley est peut-être un peu distrait, parce que Moxley va arriver discrètement sur le ring pour faire un face-à-face avec Hangman. Le reste des Death Riders vont aussi faire le tour du ring, et il y a Will Ospreay qui va aller faire le save à son tour, en arrivant avec des chaises un peu plus tard. Et Death Riders décident de battre en retraite. Premier, entre guillemets, face-à-face, challenger champion, en attendant All-In. Encore une quarantaine de jours d'ici là, on a le temps de build-up, et on sent que la tension commence un peu à monter. C'est bien de pas griller trop de cartouches trop vite, je pense. Allez, on se retrouve avec le très méchant Don Callis, avec le très méchant Kyle Fletcher. Et le très beau, mais aussi un très méchant Takeshita. Et qui vont annoncer du coup comme partenaire pour ce soir qu'ils seront en équipe avec le très méchant Hechicero. Pour affronter Bandido et la Outrunners un peu plus tard dans la soirée. FTR contre Templario Atlantis Junior. Le match était sympa. En fait, c'était ce que j'attendais de ce match-là. FTR qui font un match de salopard. Un match vraiment de heal en puissance où ça triche à gauche à droite. Ça fait que d'essayer de tenter des arnaques. Ça met les doigts dans les yeux. Ça met des petits coups en traître. Et d'un côté, Atlantis Junior et Templario qui vont tenter de choper le public systématiquement en étant beau à regarder sur le ring, en étant agréable à suivre. Donc beaucoup aimé le format du match. Je trouve que FTR sont tellement meilleurs quand ils évoluent en tant que heel. Ils sont bien meilleurs qu'en face. En fait, ils ont une gamme de triche à ajouter à leur arsenal, en plus de ce qu'ils savent faire sur un ring. Ça leur donne vraiment une constance supplémentaire aux catcheurs qu'ils sont en fait. Et je trouve que c'est tellement facile pour eux de générer de la hate, alors que c'est
Derrière, on a eu l'enchaînement avec la Duncalis Family contre HSAO l'autre runner. Alors, je pense que c'était peut-être pratiquement le match de trop. Le public était pas trop dedans. Le match était pas super intéressant à voir. Le seul truc que j'ai noté, c'était que Fletcher rentrait à part de Hechicero et Takeshita. Les deux sont rentrés ensemble et Fletcher lui est arrivé après coup. Donc, il y a vraiment un côté mise en avant de Fletcher par rapport à Takeshita en ce moment. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de tension, mais c'est à noter quand même que bon, on le savait un peu, mais celui qui est mis en avant, c'est Fletcher en ce moment. Et ouais, le match est pas foufou. Il y a toujours les moments rigolos où Don Callis est là et qu'il est très méchant. Mais je pense que le match serait mieux passé sur un show de 2 heures. Pour le coup, celui-là, quand il est arrivé, on a senti que le show durait 4 heures et il a peut-être un peu tué du monde, quoi. Ah oui, ça c'est parce qu'ils avaient fait un plan de l'arène un petit peu. J'aurais peut-être dû la mettre en première photo celle-là, mais petit plan de l'arène pendant le match. On voit que c'est bien rempli. Et franchement, public assez vocal, donc cool à voir. C'était juste pour avoir une photo de l'arène. À un moment qu'ils en ont profité pour faire le plan, je trouvais ça cool. C'est rare qu'ils s'amusent à faire des plans comme ça, et là pour le coup ça rendait très bien. En retour de pub, c'était très bien. Derrière, on a eu un segment avec Megan Bayne, Penelope Ford qui s'en prennent à Nadjé. Pour passer au beatdown, elles vont sur la rampe. Et le retour, incroyable, de Tai Melo, qui manquait un peu à la division, qui revient, il me semble, d'un accouchement, si je dis pas de bêtises. Et du coup, retour, belle pop pour Tai Melo. Et franchement, pressé de la revoir sur un ring parce que c'est vraiment un talent qui a compris comment le catch fonctionnait. Je serais très curieux de voir comment elle va tourner ça maintenant sur son retour, parce que quand on suit son discours sur le catch, il y a vraiment un truc où on se dit qu'il y a quelque chose à aller chercher, quoi. Il y a une vraie compréhension de ce qu'elle fait et de ce qu'elle regarde quand elle regarde le média. Et franchement, je suis curieux de voir la run que ça va donner. Surtout que ouais, contre Megan Bayne, ça va pas être une run ultra facile, parce que Megan Bayne, elle offre pas forcément grand chose à ses adversaires. Surtout sur des profils à la Tai Melo. On verra bien, mais je suis curieux de voir. Et puis potentiellement, ça crée encore une équipe avec Tai Melo et Nadjay. On avait déjà Nadjay et Harley Cameron, je trouve qu'il fonctionnait très bien, mais encore des points en plus pour une division par équipe féminine. D'ailleurs, ce sera le dernier moment féminin du show. Je trouve dommage quand même que sur un show de 4 heures, tu trouves pas moyen de caler Statlander, Willow. T'aurais quand même pu faire quelque chose de plus, mais comme t'as décidé de mettre tes 2 titres féminins accolés l'un à l'autre, le titre TBS et le titre AEW qui vont être défendus dans le même match, tu perds un peu. On sent qu'il y a une grosse perte de vitesse sur le reste de la division, quoi. Là, les 2 titres sont pris au piège dans une même rivalité, et du coup, il n'y a pas grand chose. Et pour le coup, ouais, vraiment dommage que ta division féminine n'ait pas plus de place dans un show de 4 heures. Et en plus, la semaine prochaine, t'as pas non plus grand chose d'annoncer niveau féminin, quoi. Sans que t'as un match de Tony Storm qui est annoncé, et c'est à peu près tout. Donc, à ce niveau-là, plutôt déçu. Un petite promo backstage de Billy Gunn et Bowens. Bowens nous annonce qu'il va affronter Fletcher la semaine prochaine. Moi, j'aime bien la tournure que prend Bowens. Il devient un peu un espèce de catcheur vraiment indépendant qui va apparaître quasiment toutes les semaines et qui va affronter les heels du moment. Et ça, c'est cool. Je pense que c'est un bon contender pour le futur Continental Classic. Là, je pense qu'en fait, là, il est en train d'essayer de le tester pour voir s'il est capable de faire des réactions. À mon avis, pour justement voir s'il ferait l'affaire pour le mettre dans le Continental Classic. Donc là, on est vraiment sur une période charnière pour Anthony Bowens. Voir s'il arrive à générer de la réaction dans ses matchs, s'il arrive à draw un petit peu du monde avec lui.
Et bon, moi j'aimerais bien parce que c'est un catcheur que j'aime bien, Tony Bowens, donc je serais curieux de voir ça. Très curieux de voir comment ça va tourner pour lui. En tout cas, j'espère que ça va être quelque chose qu'on va garder là sur les futures semaines, d'avoir Anthony Bowens balancé contre des heals plus forts que lui et laisser générer quelque chose avec lui. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Il y a un truc à faire. Je pense que les gens sont très réactifs à Bowens. On peut s'amuser, je pense, avec lui. Les débuts de Tekla, la deuxième meilleure catcheuse autrichienne du monde. En même temps, ils sont deux. Mais c'est déjà bien d'être deuxième. Bonne présentation. En plus, elle a l'air heureuse d'être là, donc c'est cool à voir. Belle présentation de son côté. Moi, le truc que j'apprécie tout particulièrement aussi, c'est le fait qu'on présente bien qu'elle a été championne chez Stardom dans le bandeau d'annonce. Ça aide à la présentation, je trouve. Après, je crois que j'ai pas noté grand chose sur le match là. On est sur un squash assez classique de Tekla qui affronte Lady Frost. Après, elle va se générer de la hit en attaquant Lady Frost qui va se rendre pas Queen Aminata. Alors, choix intéressant parce que Queen Aminata c'est une bonne catcheuse. Je suis vraiment curieux de voir le match. Ça va être un match un peu plus 50-50. Donc, très curieux de voir comment ça se débrouille. Ça va se dérouler pour ce match-là. Pour son titre contre Air Fox, Lee Johnson et Sammy Guevara également. Match sympa qui se laisse se dérouler. Il y a un moment où Air Fox il fait un move, il fait une espèce de springboard pile driver sur Lee Johnson. Le move n'a aucun sens, c'était génial. En tout cas, le public était à fond pour Air Fox. Il y avait Ricochet qui était du scouting aux commentaires. Il avait l'air d'être chaud pour recruter Nick Wayne potentiellement. Alors moi j'aurais beaucoup aimé qu'il recrute Air Fox parce que j'aimerais beaucoup qu'Air Fox ait plus d'exposition parce que c'est un super catcheur. Donc offrir plus d'exposition à Air Fox ce serait une belle chose. Moi j'aimerais bien le voir avec Ricochet, pourquoi pas. Ça pourrait être une belle idée je pense. Même si je trouve que Lee Johnson et Blake Christian matchent plus la vibe de Ricochet. En tout cas pour ceux qui étaient présents dans ce match là, si on part du principe que l'un des participants de ce four-way rejoindra Ricochet. Et donc le main event, c'est quand même dommage de finir le show là-dessus, je trouve. Le match il est court, il est pas très bien. Les gens seront pas trop dedans. Je pense que tout le monde est un peu déçu d'avoir ce match. C'est bizarre parce que le match là, c'est un peu... Je crois que c'est la première fois qu'on l'a. Mais on a quand même l'impression de l'avoir vu 50 fois. C'est la B-team de la Don Callis Family. Pour le coup, vraiment pas très intéressant à suivre. C'est dommage de conclure Fighter Fest là-dessus, je trouve. En tout cas, ouais, pour quelque chose qu'on nous avait vendu comme un show télé format pay-per-view, ça reste un très bon weekly. Pour le coup, c'est un excellent weekly. Il y a des très bons matchs de catch. Il y a même ce match-là que j'ai moins, qui est peut-être un de ceux que j'ai le moins aimé de la soirée. Ça reste, c'est loin d'être un mauvais match quand même. Ça reste un match plutôt décent. Juste, il n'est pas très intéressant non plus. C'est juste dommage que ce soit ce match-là, le main event. À la limite, j'aurais presque préféré mettre la défense du titre Ring of Honor. Tant qu'à faire. Mais bon, voilà, l'image de Del Garcia qui célèbre en dansant dans une calice, c'est rigolo. Du coup, on termine le show là-dessus. Mais la fin est un peu rushée. Je pense qu'il y a dû avoir quelques minutes grappillées par d'autres un peu avant et on sent que c'est un peu précipité pour ce match-là. Et voilà, c'était tout pour ce récap du AEW Fighter Fest. Première tentative dans ce format-là. Je pense que ce sera meilleur au fil du temps. Déjà, c'est une première tentative pour voir un peu les réactions. N'hésitez pas, que ce soit
en live Twitch ou en commentaire à recommander s'il y a des choses des améliorations qui pourraient être faites sur le format. S'il y a des choses qui pourraient être mieux faites, je pense. C'est sûr, de toute façon. Je vais essayer de redynamiser un peu le tout au montage après sur YouTube, mais on verra comment ça donne sur le format. Donc vraiment, pour le coup, je suis très curieux d'avoir sur les commentaires. Est-ce que même du coup c'est un format qui vous intéresse? Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Ça peut être quelque chose qu'on peut complètement enlever et rester sur les formats habituels de Squash FM, sur les podcasts classiques. Mais c'était pour rajouter du contenu en plus dans les périodes où on pouvait pas forcément enregistrer avec Sofiane et pouvoir continuer quand même à parler un petit peu des shows. Et surtout que bon, j'ai l'impression que les récaps EW c'est pas quelque chose qui a énormément sur la plateforme. Donc quelque chose que je trouve pourquoi pas intéressant. En tout cas, pour les premiers, je pense que ce sera presque toujours en live Twitch et en simultané sur YouTube dans la foulée. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était Dumble J pour Squash FM et je vous souhaite à tous une bonne soirée.